Le général Dufour a fondé l'école militaire de Thun. À l'époque, l'Arquebuse était une société cantonale et il a eu à cœur de renforcer la formation de l'ensemble de l'armée suisse de l'époque, qui était un patchwork de plein de contingents cantonaux. Et ensuite, il faisait des allers-retours entre Thun et puis Genève, et il a fondé à Genève, en 1824, la société militaire du tir à la carabine, parce que c'était l'arme des tireurs d'élite de l'époque. Ensuite, l'année suivante, en 1925, il a fondé la Société militaire de Genève, c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui encore la section genevoise de la Société des officiers suisses. Et ensuite, la Société des carabiniers et la Société d'Arquebuse, simultanément, avec un seul stand tir finalement qui était à la rue du Stand, vous allez voir tout à l'heure, c'était peut-être pas la solution la plus heureuse, et à la suite de tractations qui ont été assez brèves, eh ben, on a fait fusionner la Société de l'Arquebuse et de la carabine, et c'est ainsi que le général Dufour a été reconnu comme membre de la société fusionnée de l'Arquebuse et de la carabine. C'est ici, et je remercie notre ancien archiviste et mon ami Rémi Matin-Berger de m'avoir fourni une copie du document, du diplôme de général Dufour, qui est daté de 1828. Il a été reçu à l'Arquebuse en 1827. Ce qui était assez important, c'est qu'en étant nommé à la tête de cette société, en l'occurrence, il n'était pas le roi ni le président, il était vice-président, et c'est ensuite qu'il y a eu un événement très important à Genève, qui a été le tir fédéral, qui a eu lieu l'année suivante. Je rappelle donc, vous connaissez bien sa vie, il avait commencé comme français, puisque la Genève était le chef-lieu du département du Léman. Et ensuite, quand les Français sont partis, il est revenu en Suisse. Donc, il avait fait ses écoles polytechniques en France, il a été officier de l'armée napoléonienne, et ensuite, il a été envoyé à Corfou, où il a été blessé d'ailleurs, et ensuite, finalement, à la chute de Napoléon, les Bourbons n'aimaient pas trop ces anciens officiers, ces demi-soldes, qui étaient bonapartistes, dans le fond, en tout cas pour Dufour, et donc, il est revenu dans sa patrie d'origine, dans la République de Genève, qui a été restaurée au dernier jour de l'année 1813. Et ensuite, Genève a adhéré à la Confédération suisse. Et c'est dans cette Genève devenue suisse qu'il est arrivé, qu'il a opté pour la nationalité suisse et qu'il a commencé à se dévouer corps et âme, d'une part pour la défense de la Suisse, et c'est notamment son rôle dans la fondation de l'école de Thun. C'était une nouveauté d'avoir une école centralisée pour les officiers suisses. Et à part ça, il menait sa vie civile. Il a été professeur à l'académie, à l'université, donc chef du génie cantonal, ingénieur cantonal, chargé de l'urbanisme et de la fortification. Et donc, on a dit qu'il était fondateur de l'école militaire centrale de Thun. Ce qui est intéressant, c'est qu'il parlait très mal l'allemand, mais ce n'est pas important à l'époque. Et il a été promu colonel en 1827 et il est devenu l'instructeur à l'école centrale de 1831 à 1834. À Genève, donc, il a fondé la Société des carabiniers en 24 et en 25 la Société militaire. En 1826, juin, avec l'approbation des instances dirigeantes des deux sociétés, on a eu la fusion du noble exercice de l'Arquebuse et de la Société des carabiniers. C'est donc le diplôme que vous venez de voir. Et
Guillaume-Henri Dufour a été nommé vice-président de la nouvelle société, et c'est à ce titre qu'il a été impliqué comme DMO dans la création du tir fédéral. Le tir fédéral, de nos jours, c'est encore assez important, mais à l'époque, c'était vraiment une manifestation très très importante. Donc, en 1828, du 16 au 21 juin, il y a eu la fête cantonale à Genève, la fête fédérale à Genève, le tir fédéral, et ça a été en quelque sorte le symbole que Genève faisait vraiment partie de la Confédération. Voici une gravure qui représente le tir fédéral de 1828 à Genève, et vous pouvez remarquer que le drapeau, c'est un drapeau suisse rouge, donc vous le devinez avec la croix fédérale dessus. C'est pas le drapeau de la Confédération d'aujourd'hui. Guillaume-Henri Dufour a beaucoup milité pour que le drapeau fédéral prenne la forme qu'il a aujourd'hui, et c'est un drapeau carré. C'est avec le Vatican, je crois, le seul drapeau carré qui existe. Donc ce tir fédéral a été un grand succès. Nous parlons de la rue du Stan. Vous avez un exemple de ce qu'était Genève en 1853. 1853, la révolution fasciste a eu lieu, et une des premières mesures de la nouvelle Genève, ça a été de raser les fortifications. Si vous allez voir de nos jours le relief qu'il y a à la maison Tavel, vous avez en 1850, avant la destruction des fortifications, ce à quoi ça ressemblait, et là, vous voyez que les fortifications ont disparu, et tout autour, ici, vous avez tout un espace qui était libre. Si vous voyez les photos de l'époque, c'est quasiment dans des friches, et donc il a décidé, James Fasy, de mettre dans ces espaces dégagés des lieux de culte pour toutes les religions de l'époque. Et vous avez par exemple ici la synagogue qui est juste à côté, et où elle est encore maintenant aujourd'hui. Il y a le pont de la Coulouvrière que vous voyez, et vous avez ici le stand. Le stand qui était donc, comme on dit, à la rue du stand. Le problème, c'est que juste en dessous, il y avait l'usine à gaz, et d'avoir des tirs à côté de l'usine à gaz, c'est pas bien vu. Il y a eu quelques coups qui sont arrivés dans les gazomètres. L'usine à gaz a sauté, mais pas à cause de nos coups, hein. C'est indépendant. Mais enfin bref, on a déplacé ensuite l'usine à gaz à Châtelet, où elle gênait personne. Vous avez l'image suivante qui montre l'entrée de l'ancien stand. C'est celui qui a connu Dufour. Dufour n'a jamais, il était mort, n'a jamais vu le nouveau stand qu'on a construit à la fin du siècle à Saint-Georges. Ça, c'était l'entrée de l'époque. Voici donc le billet de 20 francs dont on vous a parlé, avec le portrait du général Dufour, une série de 54 à 77. Je vous ai présenté en résumé la carrière du général Dufour. On en a abondamment parlé dans toutes les réunions qui ont eu lieu dans cette journée de commémoration et aussi de lundi. Rappelons simplement qu'il y a quand même une carrière très importante, puisqu'il a été élu 2 fois au Conseil national et 1 fois au Conseil d'État. À Genève, il a siégé pendant 9 législatures au Grand Conseil. Les législatures étaient plus courtes, enfin c'est quand même assez important. Et il a été élu 1 fois président du Grand Conseil, mais il a refusé son élection. À la création de la Croix-Rouge, à laquelle il a participé avec Gustave Moignet et 3 autres personnes, eh bien, il a été très assidu, d'une part pour la création, puisque c'est notamment les relations qu'il avait avec son ancien élève Napoléon III, qu'il a pu impliquer une grande puissance dans la création de cette organisation de secours aux blessés de guerre.
Et il a participé à 214 des 227 réunions. Et la dernière réunion, il l'a eue quelques semaines avant sa mort. Donc il était vraiment très très impliqué dans la Croix-Rouge. Mais je ne suis pas je rappelle, donc il a été nommé à 4 reprises commandant en chef de l'armée fédérale, dont la première, la plus importante, ça a été la guerre de Sonderbourg, qui a été réglée en quelques semaines et avec très peu de morts finalement. Et ensuite, il a été commandant dans l'affaire de Bade, dans l'affaire de Châtel. Là, on a failli avoir une guerre avec la Prusse, mais Dieu merci, ça s'est arrangé. Et on a édifié, donc, en 1884, à la suite d'une souscription nationale, cette statue qui est donc sur la place Neuve, et c'était à l'endroit où s'élevait la porte Neuve, qui était une des portes dans les remparts de la ville, et c'est dans cette porte Neuve que Dufour avait son bureau d'ingénieur cantonal. C'est une chose un peu amusante. Alors, maintenant, on a donc eu une journée qui était entièrement faite d'éloges pour le général Dufour. Je vais terminer par une petite histoire dont je ne garantis pas l'authenticité. Je l'ai entendu, une personne qui me l'a raconté, qui l'avait elle-même entendu, etc. Donc, il y a des doutes sur la véracité. Mais enfin, l'histoire est la suivante, et c'est un peu, non pas à l'honneur du général Dufour, mais c'est une blague d'étudiant. Ça aurait eu lieu au siècle dernier, donc dans les années, je pense, 100 ans après l'édification de la statue. Eh bien, des jeunes gens qu'une société porte en couleur, peut-être Zoffin, je ne sais pas, ils ont la manière de bisuter les nouveaux membres, et dans le cadre de ce bisutage, ils ont inventé le gag suivant. Ils sont allés au pied de la statue, ils ont peint le dessous des bottes du général, et ensuite, un des étudiants a peint ses propres bottes avec la même couleur, et il s'est rendu gentiment jusqu'aux urinoirs qu'il y a au bastion derrière le kiosque. Et après avoir fait son petit affaire, il a repeint donc, ses bottes toujours pour laisser des traces, et il est revenu à la statue. C'est un peu iconoclaste par rapport à la grande personne de Dufour, mais moi je trouve ça assez amusant. Je crois que Dufour avait aussi beaucoup d'humour, et donc il aurait peut-être apprécié qu'à titre posthume, on se rappelle à lui, et qu'il était vraiment humain, puisqu'il allait satisfaire ses besoins naturels. Voilà, donc cette histoire, je la cite de mémoire, telle qu'on me l'a racontée, sans pouvoir donner de date. Si quelqu'un connaît peut-être l'épisode réellement tel qu'il s'est déroulé, eh bien qu'il me le dise après. Et bon, comme on dit en Italie, sinon les verrou est ben trovata. Voilà ce par quoi je terminerai ma présentation. Merci Gérard pour ce côté incubus général. Avant de continuer avec le côté navigation, j'aimerais vous proposer un petit interlude musical qui nous sera fait par l'association des prêtres costumés. Donc ils vont nous faire quelques danses du Premier Empire. Guillaume-Henri Dufour a traversé différentes époques charnières de l'histoire, tant dans les éléments que dans les arts. Et de tout temps, la danse, évoluant à travers les modes et les régimes politiques, faisait partie intégrante de la vie et de la société. Et en bal comme en scène. Il était fort courant lors de balles de festivités comme celle d'aujourd'hui que l'on fasse appel à des danseurs émérites, comme ceux de la costumée, pour présenter quelques chorégraphies entre eux. Et donc pour évoquer la jeunesse du Dufour, voici deux danses phares du XVIIIe et début XIXe siècle. Donc une allemande, danse mythique passe de bras, et la vendangeuse, un rigodon tiré de l'opéra de Campra, interprété par les percussions.
Mesdames, Messieurs, tout d'abord quelques mots pour remercier les organisateurs d'avoir convié à venir prendre la parole devant vous aujourd'hui en cette journée de commémoration pour évoquer un aspect de la maison qui nous accueille, un aspect de l'exercice de l'archéologie et de la navigation qui est contemporain au général Dufour, mais que l'on connaît peut-être un petit peu moins bien que le passé de l'exercice de l'archéologie, soit l'exercice de la navigation. Tout commence, en fin de compte, par le lac. Parce que jadis, le lac est un élément éminemment stratégique et le lac joue un rôle d'un acteur incontournable dans l'histoire de Genève. Celui qui maîtrise les eaux, maîtrise finalement le commerce qui y transite, autant que ses rives. Aussi, n'est-il pas étonnant que dès le Moyen-Âge, les seigneurs qui environnent les rives du lac entretiennent des flottilles de guerre. On a un exemple d'un bateau qui, pour le coup, vient d'Austerlitz, mais on avait les mêmes sur l'élément, une représentation qui illustre une nave de guerre du XVe siècle. La Magna Galea, la Parva Galea, ce qu'on a appelé plus tard les frégates, vont être ce que l'on voit plus fréquemment sur les rives de notre lac à partir du XVIe siècle. Et Genève ne fait pas moins que les autres et entretient une flotte de guerre finie. Elle va entretenir une flotte de cette nature dès son indépendance, dès le XVIe siècle, 1536 on est encore un peu tôt, mais dès 1580, alors que les tensions avec la Savoie commencent à s'accentuer, Genève entend constituer une véritable flotte de guerre pour défendre finalement ses eaux territoriales et empêcher l'attaque savoyarde venant du lac. Manquant cruellement d'expérience dans la matière, elle va avoir recours finalement à des experts étrangers, des barquiers, comme on les appelait alors, marseillais, des architectes navals si on veut bien, et elle va mandater l'un d'entre eux pour construire plusieurs bateaux, 2 bateaux, je pense, 2 galères de guerre qui vont être utilisés durant toute la fin du XVIe siècle. Une vraie réalité, en 1590, la seigneurie, comme on appelle Genève à ce moment-là, va même nommer un officier, commandant de cette flotte, amiral, c'est un titre qui va perdurer finalement jusqu'au XIXe siècle, et en 1603, Genève compte une flottille de guerre, environ 14 bâtiments, une vraie flotte de guerre, pas de terrette, qui est engagée sur le terrain, sur les eaux, faut-il dire. Jacques de la Maisonneuve, un capitaine de guerre de la seigneurie, va d'ailleurs utiliser plusieurs bâtiments de cette flotte pour opérer des raids contre les Savoyards sur les rives, peu après Hermance. Donc, la guerre sur le lac Léman, c'est une véritable réalité, et ce, jusqu'au XVIIIe siècle. Derrière moi, c'est un peu flou, on a un croquis d'un plan en coupe, d'un bâtiment, une galiote de clan savoyarde, qui a été construite en 1704, dans les chantiers navals de Thonon. Ça s'appelle Saint-Charles, et c'est typiquement le genre de bateau de guerre que l'on rencontrait sur le Léman et que Genève entretenait aussi. Et à gauche, une de ces frégates de guerre, genevoise en l'occurrence, et ceci a même été le drapeau de l'exercice de la navigation durant quelques années. Au milieu du XVIIe siècle, les autorités bernoises, qui sont concernées par les vicissitudes que Genève traverse, sans doute plus fières qu'aujourd'hui, vont lancer un projet de construction de galères très ambitieux qui vont être entrés dans le port de Genève. On a un chantier naval de Constance pour ce faire, et plusieurs bâtiments vont sortir finalement de ce chantier en 1667. 2 galères, le Grand Ours et le Petit Ours, capables de contenir respectivement 200 hommes de guerre, avec pour l'un 14 canons et pour l'autre 10 canons, ainsi que 2 brigantins, des bateaux un peu plus petits, servant surtout au transport de troupes. Des bateaux qui vont être mis, peu de temps après, à la disposition de l'exercice de la navigation. Genève va construire encore d'autres bâtiments de ce type-là pour entretenir sa flottille à cette époque. Au XVIIe siècle, Genève possède donc une tradition navale, cette fois, qui est relativement ancienne, en lien bien entendu avec les barques marchandes qui la ravitaillent depuis le Haut-Lac, depuis des siècles, mais aussi militairement, à ce moment-là depuis à peu près un siècle. Aussi, les gens du lac qui servent sur ces bateaux, les barquiers, on les appelle, alors, qui servent sur des bateaux de commerce tout au long de l'année, mais qui sont
levés sous forme de milices pour servir sur ces bateaux, vont à partir de 1650 souhaiter pouvoir faire des tirs avec des concours, exactement ce que fait l'exercice de l'arquebuse, pour pouvoir se mesurer les uns avec les autres. Les magnifiques seigneurs vont accorder ce souhait et leur proposer de ne tirer que les jours de fête sur la place du Mollard. Pratique assez dangereuse s'il en est, qui va quand même perdurer jusqu'en 1677. Cette année-là, tout change, puisque finalement la seigneurie va accéder à un nouveau vœu de ses barquiers et autoriser alors la création officielle du exercice de la navigation qui naît le 31 août 1677. À cette occasion, il faut choisir un siège pour établir la nouvelle société, la nouvelle association, et ça va être les paquis qui va être retenu pour ce faire. On va y installer des cibles et on va installer bientôt un hôtel particulier qui va être construit sur les lieux en 1723 pourvu d'une taverne, bien évidemment. L'hôtel va être construit plus tard en 1825. À ce moment-là, on tire à terre, on voit sur la gravure à gauche, on voit assez mal, mais je vous promets, c'est véritablement ça. On voit les cibles qui sont disposées à terre du côté des paquis. Mais on tire aussi sur l'eau, comme le montre la gravure à droite, les tireurs étant montés sur des barques et tirant sur une cible fichée dans l'eau un peu plus loin. Ici, une gravure, un dessin plutôt de l'hôtel de la navigation de Paquis, construit en 1825 pour celui-ci. La gravure date d'à peu près 1850. Alors, on garde relativement peu de traces des exercices navals de ces personnes, puisqu'on peut estimer que ces gens étaient ce qu'on pourrait appeler des professionnels du lac, et donc ils n'avaient guère besoin de s'entraîner, puisqu'ils le faisaient à longueur de temps toute l'année durant. On conserve pourtant le souvenir d'un événement particulièrement singulier qui se déroule en 1680. En 1680, le roi de France Louis XIV mandate à Genève un nouveau résident, un nouvel ambassadeur qui est la main armée véritablement du roi de France à Genève. Et la seigneurie, pour fêter son installation, fêter son arrivée, tout de même l'ambassadeur de Louis XIV, on connaît Louis XIV avec ses festivités qu'il organise, va mandater l'exercice de la navigation pour organiser un event, comme on le dirait de nos jours, mais un event assez particulier. On constitue, en fin de compte, dans la rade, une véritable bataille navale qui représente, grosso modo, ce qu'avait été la bataille de Lépante quelques siècles auparavant. Donc, voilà que plusieurs bateaux, des frégates, sont poursuivis par des brigantins, avec des marins qui sont déguisés en turcs, avec des turbans. On se tire dessus au canon, on se tire dessus au mousquet, évidemment sans les balles, sans les boulets, on ne tire qu'à la poudre. Ça dure une demi-journée, ça, un très grand succès, ça va marquer les esprits même tellement fortement que 50 ans plus tard, Robert Gardel va reprendre ce souvenir qu'il inspire et exécuter plusieurs tableaux pour le représenter. Vous en avez un derrière moi. Alors l'exercice ne se contente pas d'organiser des tirs, il va assurer également, pour le compte de la cité, des services de nature militaire, comme par exemple en 1712, lorsque deux de ces navires vont embarquer le corps expéditionnaire militaire genevois, qui est en partance pour la guerre de Villmergen, un petit conflit oublié en Suisse qui se déroule à Saint-Gall quelques mois, et où Genève est partie prenante en raison de ses alliances qu'elle a passées avec les différents camps. On a sur ces deux gravures cette représentation de l'embarquement de ce corps expéditionnaire. Mais c'est sans doute à travers les fêtes de la navigation que l'exercice va jouer un rôle considérable dans l'histoire de Genève. On a ici un exemple de ce que pouvaient être ces fêtes de la navigation qui sont organisées dès la fin du XVIIe siècle et qui vont devenir pour la population une des rares occasions de se divertir, prenant peu à peu de l'importance dans l'esprit collectif, représentant, si on veut bien faire un parallèle avec nos jours, l'équivalent ce serait l'escalade. Si on
voulait faire un parallèle. Et avec l'occupation de Genève par la France, entre 1798 et 1813, les fêtes de la navigation vont perdurer, mais elles vont commencer à revêtir un aspect un peu particulier parce qu'elles sont finalement l'évocation d'une gloire passée. Elles vont devenir l'emblème d'une aspiration à la liberté, l'exercice devenant alors le siège d'une résistance à l'occupant. Une résistance plus habitée de nostalgie que d'un réel activisme indépendantiste. Mais tout de même, l'hôtel Opaki devient un bastion d'indépendantistes et de contestataires, comptant notamment un nombre grandissant de personnes appartenant à l'ancien patricien. Alors, 1810, l'année va être une apothéose pour l'exercice de la navigation, parce que cette année-là, le roi qui est nommé, qui a gagné le concours de tir, eh bien, c'est Pierre Fabre. Et Pierre Fabre, il appartient à une des familles gouvernementales de l'ancienne Genève. Il y a plusieurs Fabres qui ont été syndics au cours du XVIIIe siècle. Et pour le fêter, eh bien, ça devient un véritable geste patriotique. On va organiser une parade sur la rade avec plusieurs bateaux. On va organiser non pas un banquet, mais deux, un sur l'eau, un à terre dans l'hôtel. On va tirer des feux d'artifice. Tout ça au son des tambours qu'on entend encore rouler dans la rade. Une fête qui dure 2 jours et qui va marquer suffisamment les esprits pour que John Pettison, l'écrivain genevois, 50 ans plus tard, l'évoque encore, on est en 1856, dans les colonnes du journal de Genève. Ces fêtes somptueuses vont se reproduire, pas tous les ans, parce que les conditions météorologiques, des fois, qui les empêchent, conditions aussi financières, parce que c'est extrêmement coûteux de mettre sur pied des manifestations de ce type-là, mais ça devient véritablement les fêtes patriotiques de la Restauration à partir de 1817-1818, avec encore des points d'ordre comme en 1833, quand c'est Albert Hensch qui va être nommé roi de l'exercice de la navigation. On organise à nouveau une fête incroyable. Les fêtes qui sont prisées vraiment très loin hors des frontières de Genève et auxquelles, parfois, participent les hôtes de marque. En 1830, par exemple, on a Chateaubriand qui vient participer aux fêtes de la navigation. En 1833, on a les princes de Hesse et de Saxe qui sont invités à monter à bord d'une des galères pour la parade navale. Évidemment, au début du XIXe siècle, les menaces contre la Savoie provenant du lac sont beaucoup plus évanescentes que 2 siècles plus tôt. Aussi, entretenir une flotte de guerre, c'est extrêmement onéreux. Le canton, le Conseil d'État avait décidé finalement de l'oblitérer, de la supprimer. Je n'ai pas retrouvé la date exacte de sa disparition. Elle va certainement s'étioler au fur et à mesure. Mais c'est clairement une transition, une évolution qui va pousser l'exercice de la navigation à imaginer toute une série de nouvelles activités fondées sur le défi et la compétition, comme avaient pu l'être les concours de tir des siècles précédents. Et c'est la raison pour laquelle l'exercice va organiser, à partir des années 1840, les toutes premières régates de bateaux et de voiliers notamment, qui vont avoir lieu à partir de la rade, principalement sur le petit lac. Alors c'est une époque durant laquelle, 1840-1850, c'est une époque durant laquelle la navigation de plaisance, la navigation d'agrément est en train de se développer dans plusieurs pays. Genève n'est pas un cas particulier à cet égard. Par exemple, en 1851, on a le Royal Yacht Club anglais qui organise la première régate de l'île de Wight, qui va devenir quelques années plus tard la célèbre Coupe de l'América. Donc on est véritablement dans cette dynamique-là. Sauf que les premières régates à Genève, on est très loin des bateaux de course américains et anglais qui sont mis sur les lignes de départ à ce moment-là. On a plutôt affaire à des canots à rames et à quelques embarcations qui est un peu voilées avec des voiles assez modestes. Mais tout de même, l'événement, ces nouveaux concours sont considérés comme une véritable nouveauté, remportent un très grand succès. L'exercice va avoir la peine à renouveler pour des questions principalement organisationnelles. Aussi, en 1854, la société va créer une espèce de société annexe qu'elle va appeler le Cercle du Lac. Il va la charger finalement d'organiser
année après année, ces fêtes des régates qui prennent le relais des anciennes fêtes de la navigation. Un grand succès, et pourtant, 2 ans plus tard, on est en 1856, décision est prise de fusionner l'exercice de la navigation avec l'exercice de l'archéologie. Décision arrêtée par un projet de loi, voté par le Grand Conseil, au mois de mai 1856. Alors les raisons de cette fusion, elles sont sans doute multiples. Les raisons financières, déjà. Les caisses de l'exercice de la navigation étaient souvent saignées à blanc par les fêtes de la navigation, à tel point que parfois l'hôtel des maquis était mis en location pour pouvoir rentrer un peu d'argent. Et puis, ça a été dit tout à l'heure, en 1856, on a au Conseil d'État James Fazey qui entend rénover la ville. Il a commencé à abattre les fortifications anciennes, il veut revoir la rade. Le général Dufour, pour ce faire, eh bien, travaille déjà sur une planification depuis au moins 1825-1828. Et 1856, c'est vraiment la date où le Conseil d'État décide, arrête et considère que ce qu'on va appeler la grande rade, le projet de la grande rade, doit se faire. Donc, évidemment, dans l'esprit des autorités, l'exercice de la navigation avec les grands navires qui lui restent, eh bien, ça prend beaucoup de place, c'est un vestige du passé qu'il convient peut-être de mettre gentiment aux oubliettes. Ici, sur la droite, une image de ce que ressemblaient les paquis avant le remaniement et l'aménagement des quais, et à gauche, l'île Rousseau, qui jadis, avant d'être ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'île Rousseau, était ce qu'on appelle l'île des barques. C'est là où on radoubait finalement les bateaux, et notamment les galères de guerre, et pour lequel le général Dufour va organiser une planification et finalement créer l'île Rousseau telle qu'on la connaît de nos jours. La fusion des 2 exercices va toutefois pas se passer aussi aisément que ne l'espérait James Fazey. 2 de ses plus grands défenseurs allaient la protéger bec et ongle. John Pottison, que j'évoquais précédemment en premier lieu, issu d'une lignée d'hommes qui faisait partie génération après génération de l'exercice de la navigation, va la défendre durant des mois en publiant des articles de presse pour défendre finalement la mémoire et le patrimoine de l'exercice. C'est le personnage que nous avons à gauche. Et puis on a Léonard Révillot, le personnage que vous avez à droite, qui fut conseiller d'État entre 1833 et 1837 et qui véritablement appartenait à l'aile la plus conservatrice de la Restauration. Ce dernier avait même commandé un peloton de troupes gouvernementales lors de la Révolution radicale en 1846. Alors en 1856, quand on a les 2 exercices qui fusionnent, Révillot considère que c'est une véritable trahison de la vieille Genève et il commence à tirer à boulet rouge sur les radicaux en dénonçant dans la presse un véritable trafic d'influence exercé par les partisans de James Fazey pour finalement oblitérer complètement ce qu'avait été l'exercice de la navigation. Et pour preuve, dit-il, je cite, la liquidation des biens de la navigation, et c'est vrai que l'hôtel allait être supprimé, liquidé, vendu quelques années plus tard, allait être finalement arrêté par l'Assemblée générale à seulement 2 voix. Voilà. Le sort en était pourtant jeté. L'exercice de la navigation en tant que société indépendante, eh bien, elle avait vécu, on ne la connaîtrait dorénavant, plus que sous le nom de l'exercice d'Archimedes et de la navigation. Vous avez ici 2 diplômes de membres, l'un qui date de l'école de la navigation et l'autre la fusion des 2 exercices. On voit que l'iconographie a été reprise exactement. Je ne vais pas en terminer par là, parce que toute l'histoire, enfin un épilogue, et il y a un épilogue à cette histoire, parce qu'on ne supprime pas aussi facilement une tradition fortement ancrée dans les esprits et les cœurs, comme pouvaient l'être les fêtes de la navigation. Donc, craignant que la mémoire d'ancienne société navale disparaisse complètement, l'ancien membre allait s'assurer de sa survie au travers de l'association que j'évoquais tout à l'heure, le Cercle du Lac, cette annexe d'exercice de la navigation avait créé et qui n'avait pas été partie prenante de la fusion.
Et ces nostalgiques allaient ainsi poursuivre les activités sportives du cercle en organisant, dès lors, chaque année, une journée de régate. En 1872, quelques années plus tard, plusieurs amateurs de voile vont créer alors une autre société, rien à voir avec les exercices, une société de navigation à Genève qui va s'appeler les Amis de la Navigation. C'est une fusion de différentes sociétés de voile, Airman, Sagento, etc. Une société qui va très vite être renommée sous le nom de Société Nautique de Genève. Et la SNG, qui existe encore de nos jours, comme vous le savez, va reprendre à partir de 1882 les activités du cercle de la voile que l'exercice de la navigation avait mis en place quelques décennies plus tôt. On peut ainsi prétendre, en fin de compte, que l'exercice de la navigation existe encore évidemment au travers de l'exercice de l'Arquebuse, bien entendu, mais qu'il fut également l'un des ancêtres de la Société Nautique de Genève, et on pourrait même considérer que les fêtes de Genève actuelles sont finalement un héritage des anciennes fêtes de la navigation. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce chapitre qui clôt la vie de Guillaume-Marie Dufour aux ENL. Avant de passer à la suite, j'aimerais inviter les danseurs à nous faire quelques danses du Second Empire. Nous voici au temps présent au Second Empire. En couple, les corps se rapprochent, désormais quadrilles, valses et polkas sont moins du mal. Les danses sont simplifiées pour les rendre plus accessibles aux nouveaux aristocrates, bourgeois et industriels. Et pour représenter les dernières années de Guillaume-Marie Dufour, voici Fatima Moussa, qui est une danse marché chorégraphiée sur une musique militaire, et la Lyonnaise, une polka interprétée par les fêtes costumées.
fondateur des apéros de l'histoire, à nous présenter la vie de Genève ainsi que des choses, des anecdotes de la vie d'Henri Dufour. Mesdames et messieurs, bonjour. Effectivement, j'ai un rôle un petit peu particulier puisque je suis également historien. Ma particularité, comme vous le voyez sur le logo en bas à gauche, c'est qu'effectivement, je suis un historien indépendant. Alors vous allez me dire, que fait un historien indépendant à Genève? Ça dépend des périodes. Il y a des moments où il voit, il y a des moments où il est au chômage, il y a des moments où il y a des mandats, il y a plein d'autres choses. En tout cas, je suis sûr, il y a une douzaine d'années maintenant, j'ai fondé ces apéros de l'histoire, qui sont donc des conférences qui se veulent plutôt de vulgarisation dans les bistrots genevois. C'est un petit peu la particularité. Alors aujourd'hui, on a quand même le côté apéro, donc ça c'est plutôt sympa. Rassurez-vous, je vais essayer d'être un peu bref parce que je crois qu'on a tout chaud. Je m'excuse un petit peu pour l'état de la chemise. Mais en tout cas, quand je vous vois, messieurs, en particulier, je pense que ça va aller. Mais du coup, moi j'avais envie de parler de Guillaume-Henri Dufour, non pas sur son côté militaire, déjà parce que je vais être honnête, je ne le connais pas très bien, contrairement à vous, mais par contre j'avais envie de parler peut-être de quelque chose d'un poil différent, qu'on a tendance un peu à oublier, qui est peut-être un peu moins grandiloquent, un peu moins spectaculaire, mais c'est son rôle d'ingénieur cantonal. Parce qu'effectivement, on oublie qu'à côté de sa grande carrière militaire, il a également une carrière civile, en fait. Bien sûr que son enseignement militaire va transparaître, c'est indéniable là derrière, toutefois, il va quand même avoir un aspect un petit peu moins reluisant et aussi parfois quelques erreurs qu'on va voir. Alors n'y voyez pas un manque de respect pour ce cher général Dufour, mais de temps en temps, je vais un petit peu aussi dire des petites vérités. À savoir, à commencer par quelque chose, c'est que le général Dufour, c'est un homme de son temps. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que c'est quelqu'un, évidemment, quand on regarde ses dates de vie, alors vous voyez bien, de décès et de naissance, c'est quelqu'un qui a traversé énormément de périodes, vraiment des périodes très complexes, où il y a des revirements de situation. Monsieur Mettel l'a dit tout à l'heure, d'abord c'était un bonapartiste. Pourtant, quand Bonaparte, il a été tiré de Genève et puis qu'il est rentré, Genève est rentré dans la Restauration, il a quand même bien retourné sa veste et tout d'un coup c'est devenu un grand copain de la Restauration. Il y a pas mal de situations comme ça où Guillaume-Henri Dufour va savoir jouer avec la politique. Pourtant la politique, on le sait, c'est quelque chose qu'il n'aimait pas forcément. C'était un homme de pouvoir, mais en même temps, parce qu'il a eu une carrière telle qu'elle a été. C'était pas un choix véritable, en fait, de l'avoir. Alors, je vais juste repartir un tout petit peu sur le contexte de ce que c'est que cette restauration. La restauration, je ne vais pas rentrer dans les détails, on la connaît tous, mais c'est vrai que c'est une période un petit peu trouble de l'histoire de Genève pour différentes raisons. Alors, trouble déjà parce qu'elle est un petit peu évoquée en sous-main. En général, c'est plutôt la révolution radicale qu'on va plutôt mettre en avant sur pas mal de choses, c'est un peu la Genève moderne. On a tendance à oublier que la restauration, qu'est-ce qu'elle signifie? C'est que, je le rappelle, après la défaite de Napoléon, Napoléon est parti avec toute son armée. Il est parti avec toute son armée, il est parti également avec toutes ses armes. Je rappelle que c'est pour ça qu'il y a ces fameux canons qui sont à l'arsenal. Ça symbolise ça. Je rappelle que quand il est parti avec tout. Il y a même des gens qui disent qu'il est parti avec une échelle des pompiers. Donc du coup, il y avait un peu des problèmes après en cas d'incendie. Et en fait, on va demander un peu plus tard, justement aux autorités françaises, de restituer les fameux canons qui sont sous l'ancien arsenal, aujourd'hui aux archives de Genève. Suite à cela, on va donc avoir la restauration qui va être dirigée par ce cher Jean-Jacques Rigaud, qu'on va appeler les 27 années de bonheur. Alors oui, on va repartir là-dessus. 27 années de bonheur, pour qui? Parce que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire cette restauration? Qu'est-ce qu'on a restauré? On a restauré l'ancien régime. On va effacer un peu tous les progrès sociaux, tous les progrès politiques, toutes les révolutions qu'il y a eu au XVIIIe siècle, y compris plus ou moins la révolution genevoise, eh bien, va être balayée directement pour réinstaurer une vieille bourgeoisie conservatrice à Genève. Donc 27 années de bonheur pour qui? Pour les bourgeois, pas pour tous les autres. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut être clair. Donc en fait, il faut bien comprendre quelque chose là derrière, c'est que le général Dufour fait partie de cette grande bourgeoisie. Lui-même est un fils d'horloger, qui a dû s'exiler à Paris, notamment pendant la période française. Donc ça prouve bel et bien qu'il était justement dans cette bourgeoisie que la restauration convenait bien. En revanche, il faut dire quand même quelque chose, c'est que si il fait partie de cette bourgeoisie plutôt conservatrice, lui-même va avoir des visions sur en tout cas pas mal d'aspects qui seront très progressistes. Ça, c'est absolument indéniable. Et je voulais en évoquer deux, trois choses, encore une fois, qui peuvent être assez anecdotiques et pourtant que je trouve assez parfois amusant. C'est un peu la symbolique. Parfois, j'ai trouvé un terme dans un article disant que c'était le bâtisseur des ponts nationaux.
Alors, il y a l'idée, là derrière, on va voir tout de suite évidemment des ponts en fil de fer, qui est des spécialistes. Il y a également l'idée de relier un petit peu les cantons via le Sonderbund. On va avoir plein de niveaux de lecture, en fait, évidemment, ce surnom, mais notamment, on va avoir le principe également de pont entre Genève et l'extérieur. Le principe de la mobilité, ce qu'on appelle aujourd'hui la mobilité, à savoir tout simplement se déplacer. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que la période de la Restauration à Genève, c'est une période, encore une fois, où tout est très figé. La Genève de 1815 est quasiment la même que celle de 1700. Et on peut même aller plus loin, celle de 1830, elle n'est pas très différente de celle de 1815. Il faudra attendre un petit peu plus tard pour que les choses évoluent. Et dans le cas qui nous occupe, par exemple, l'un des moyens de faire évoluer, eh bien, comme je l'ai dit, ça sera des ponts, en particulier des ponts suspendus, dont voici un exemple, c'est cette fois-ci le pont suspendu des paquis. Alors, je le rappelle, un petit détail, un petit effort d'imagination, mais les paquis, ça veut dire prairie. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit la rue de Berne, on a un peu plus de mal à imaginer, évidemment, la prairie, mais pourtant, à l'époque, c'était des lions de sable dont on parle. Même un peu plus que ça, j'exagère un petit peu, j'exagère, je tire un peu le trait. Mais avec les paquis, ce qu'il faut comprendre, c'est que Genève faisait partie du Petit Saconnet. Pour la petite histoire, si vous allez vous balader au paquis, regardez les plaques d'égout, vous en verrez encore quelques-unes qui sont notées Petit Saconnet. Ce n'est pas une erreur, puisque les paquis faisaient partie de la commune de Petit Saconnet. Là aussi, on peut mal imaginer aujourd'hui, mais en fait, dès 1850, Genève va annexer une partie de Saint-Gervais et une partie des paquis, vraiment sous sa coupe, donc on va un peu se séparer des petits Saconnet. Mais le fait est, c'est que du coup, ce côté prairie, qui va très vite devenir une espèce de zone proto-industrielle, ça va s'accélérer bien sûr avec l'arrivée de la gare Cornavin, mais du coup, en fait, on a une zone de développement qui se fait au paquis. Or, mis à part la porte Cornavin, il n'y a absolument rien en fait, qui permet d'y accéder. On n'a vraiment rien du tout à cet endroit-là, même si on sait que dès le XVIIe, il y a déjà quelques hôtels qui s'étaient installés, qui montrent bien l'importance de la future route suisse qui passe par ici. On va notamment avoir du coup l'importance de ce pont, qui était juste ici, de ce pont suspendu, qui va permettre tout simplement de faciliter l'accès à cette zone qui avait été un petit peu oubliée. Quand je dis la limite vraiment de Genève, on voit bien ici la limite en fait, de ce qui était le bastion de Chantecoulin. Donc vous voyez à peu près ce qui est le plus à votre droite, eh bien c'est l'hôtel des Berniers, à peu de choses près. Donc en fait on a la rue de Chantecoulin, et vous voyez que derrière, il n'y a plus de pavé, Genève s'arrête. C'est fini. On retrouve du côté prairie. Et vous voyez, je vais en parler en fait ici, déjà le fameux pont des Bernes, dont on évoquera tout à l'heure un petit peu l'histoire un peu rocambolesque. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a d'autres ponts, un qui est beaucoup plus important, c'est le pont relié de Saint-Antoine, qui est relié donc l'ancien quartier, l'actuel quartier des Tranchées. Il est construit, lui, en 1823, et c'est le premier pont suspendu d'Europe permanent, ni plus ni moins. C'est quand même quelque chose de très important. San Francisco, ils sont bien contents de leur côté de guet, nous, on avait celui-là. Bon, la différence, c'est que celui-là, il a disparu, on est bien d'accord. Celui de San Francisco est toujours ici, mais il n'empêche que ça va être un monument d'importance capitale, en fait, ici, qui va énormément augmenter la capacité de circulation de la population genevoise. Ça veut quelque chose, c'est que tout d'un coup, le futur général Dufour veut en tout cas étendre la mobilité. Il ne veut plus que les Genevois restent à Genève, mais puissent beaucoup plus facilement se déplacer. Plus que cela, ça va lui permettre également de mettre un accent sur quelque chose d'un peu plus intéressant, c'est l'idée de se déplacer en fait, non seulement à Genève, mais de Genève vers l'extérieur. Il était évoqué par M. Villou, par exemple, le côté de navigation qui est assez intéressant, puisque outre l'aspect l'exercice de la navigation, c'est Henri Dufour comptoir la création de la première navette reliant Lausanne à Genève. 6 fois par semaine, c'est pas mal. Ça fait une sacrée distance, mais 6 fois par semaine. C'est le bateau Guillaume Tell, en l'occurrence, qui va être fourni par lui. Premier bateau à vapeur, qui va avoir une destinée un petit peu limite, on va être honnête, il va couler. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a tout d'un coup, la première fois, quelque chose de pratique où les Genevois peuvent aller à Lausanne facilement. De la même manière, ça c'est un peu plus tard, après la Révolution vaticane, il faut quand même le souligner, Guillaume Dufour, après avoir quitté le poste d'ingénieur cantonal, sera même au conseil d'administration de la PNL, donc du Paris-Lyon, pour créer la gare Cornavin et la liaison Genève-Lyon par rapport à la liaison ferroviaire. Donc encore une fois, on a cité cette idée de mobilité qui est assez à l'intérieur. D'autre part, cette fois à une autre échelle, on va avoir la mobilité à l'intérieur même de Genève qui va être facilitée par un truc très bête. Mais il se trouve que ce cher ingénieur cantonal a une révélation quand il voit que la première ligne subsidiaire
se dote pour la première fois de lampadaires à gaz. C'est absolument fabuleux, ça marche quand même beaucoup mieux que les lampadaires à huile. Et donc Genève sera la deuxième ville de Suisse, 6 ans avant Zurich, on peut le dire, 6 ans avant Zurich, à avoir les lampadaires à gaz qui vont se faire. Je vous ai mis ici une petite image où on voit simplement le changement de lampadaire. Dès 1844, on a justement les lampadaires à gaz et l'éclairage au gaz. On a 300 en 1844, il y en aura 6000 en 1855, donc une explosion véritable, sans mauvais jeu de mots avec l'usine à gaz, une explosion de l'utilisation du gaz qui va se faire. Et enfin, et c'est plus ou moins la fin de cette intervention déjà, il y a encore quelque chose d'autre, c'est à une autre échelle son rôle de topographe, bien évidemment. On peut quand même parler également de mobilité à ce niveau-là, puisque en 1838, il va fonder à Carouge. Je pense que c'est pas un hasard qu'il le fonde d'ailleurs à Carouge et non pas à Genève, un peu symboliquement pour marquer la commune réunie. Je rappelle que les Carougeois n'étaient pas très très bien vus à ce moment-là, en fait, à Genève. Donc, faire inclure Carouge dans un projet d'envergure qui allait devenir fédéral très rapidement, je pense que ce n'est pas anodin. On marquait un petit peu l'amitié franco-carougeoise, ce qu'on va dire, on appelle ça comme ça. Mais en 1838, il fonde le bureau topographique, qui va aujourd'hui s'appelle l'Office fédéral de la topographie, c'est Suisse Topo, j'ai vu. Ils ont encore vu le marketing, ils n'avaient pas changé de nom, donc cette fois c'est Suisse Topo. Mais Suisse Topo, qui va être fondé, et entre 1845 et 1864, on va avoir la première représentation géométrique correcte de la Suisse. Donc ça ressemble vraiment à ça, on a littéralement en fait 25 panneaux qui sont collés les uns aux autres. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi en fait ce qui est extraordinaire? Ben, ça vous paraît bête parce qu'aujourd'hui c'est complètement naturel, mais c'est avec cette représentation que pour la première fois on va avoir l'idée par exemple de hachurer de plus en plus dense pour faire les reliefs. Donc tout à coup on va appeler ça le modèle à la Suisse, littéralement, c'est resté encore aujourd'hui de la topographie. Alors je vous avoue que je ne suis pas spécialisé de la topographie, mais d'après les articles que j'ai lus, c'est toujours le cas. On appelle ça à la Suisse. Et effectivement, pour le remercier, il va recevoir plein de distinctions au niveau fédéral. Et on va rebaptiser le Hohenhorn, donc le point le plus élevé de Suisse, à 4634 mètres, la pointe du four, en remerciement en fait à son travail. Donc on voit que le symbole de la mobilité est très très fort. Et moi je voulais terminer juste par quelque chose un peu plus anecdotique, un petit peu amusant, parce que justement, c'était un peu une journée, comme vous le disiez, à la gloire, évidemment, du général Dufour, mais ce n'était pas non plus un homme parfait. Et en l'occurrence, je voulais revenir sur le fameux pont des Vergues. Donc, le pont des Vergues, il faut bien le dire, cette île au Bac, qui était là, qui faisait partie du système de défense, était un petit peu abandonnée, on l'utilisait de temps à autre, parfois comme chantier naval, parfois, bon, bref, comme on le pouvait. Et un beau jour, on a une volonté, vous le savez, de poser la statue de Rousseau, toute une histoire derrière, qui ne concerne pas tellement aujourd'hui. Mais en revanche, ce chef du four va dire, bah, tiens, on va alors construire un pont. Le problème, c'est qu'il y a 220 mètres en fait, de large à cet endroit-là. C'est beaucoup trop long. Donc il va se dire, c'est pas un problème, on va faire deux ponts suspendus. C'est la grande mode, et vous l'aurez compris, du pont suspendu. Donc voici ce premier grand pont. Alors on voit au milieu vraiment ce qui relie l'île avec le côté suspendu. Vous voyez que les autres sont avec des chaînes en fait en dessous. Par contre, on ne le voit pas vraiment bien et ce pont n'y fait pas attention. Mais si vous regardez bien ce premier pont de 1853, il y a une autre particularité, c'est qu'il est droit. Or, il n'avait pas prévu un petit détail, c'est que le Rhône, il est fort. Il peut être très très fort. Alors il est inauguré une première fois en 1833, puis il va s'effondrer, et puis il va être reconstruit en 1933, puis il va être réinauguré en 1834, et cette fois il va prendre la forme qu'on connaît aujourd'hui, cette petite pointe. En fait, cette pointe, elle n'est pas là par hasard, elle est là vraiment uniquement pour pouvoir absorber en fait, le courant du Rhône. Pour la petite histoire, en fait, ce pont, il va être reconstruit tel qu'on le connaît en 1880. Et heureusement, parce qu'en fait, il a failli être démoli une autre fois, c'est 1891, lors de le grand froid du siècle 19e, où là, en fait, comme il n'y avait pas simplement de bois sur les poutres, le bois absorbait la glace et commençait à céder. Donc, heureusement, il a été sauvé, et vous savez qu'il a été refait finalement une dernière fois en 2020. Donc, c'est le dernier édifice, en fait, qu'on peut voir au milieu, à l'heure actuelle, qui a encore été construit par le général Dufour à Genève. Voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre
Les hommages se poursuivent pour le 150e anniversaire du décès du général Guillaume-Henri Dufour. Mercredi était dédié à des rétrospectives et diverses prises de parole. Elles ont eu lieu à la Maison Dufour, dans le quartier de Malagnou, jusqu'en milieu d'après-midi. Un hommage en musique a ensuite été rendu au cimetière cet après-midi, avec une partie plus festive ce soir à l'Arquebuse. Militaire, ingénieur, urbaniste, visionnaire, on doit notamment au général Dufour la première carte à relevé topographique de la Suisse. Il a aussi et surtout été pionnier de l'humanitaire tel qu'on le connaît aujourd'hui et l'un des premiers présidents du Comité international de la Croix-Rouge, un héritage qui perdure encore 150 ans plus tard. Les valeurs du droit international humanitaire, comme on l'appelle aujourd'hui, sont fondamentales et surtout dans les temps que nous vivons aujourd'hui où ce droit international humanitaire est mis à mal, non respecté, bafoué, et c'est plus important que jamais de mettre en exergue évidemment l'héritage de Guillaume-Henri Dufour. C'est notamment grâce à la mesure et à l'humanisme dont il a fait preuve pour résoudre le conflit interne du Sonderbund qu'une réconciliation nationale a pu avoir lieu après 1848 et que les institutions fédérales telles qu'on les connaît aujourd'hui ont pu voir le jour. Donc ne serait-ce qu'à ce titre, il est toujours vivant dans notre pays